Le projet de loi sur la loi référendaire bientôt devant les députés. Le gouvernement va soumettre cette loi pour demander au peuple de se prononcer sur l'article 37. Et puis le CFOP n'est pas pour une modification de l'article 37. Au cours d'une conférence de presse, l'opposition se dit prête à s'opposer donc. Et puis des oiseaux dévastateurs dans plusieurs localités du Soum. Les récoltes sont en péril avec 10 000 hectares concernés par ces oiseaux voraces. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le projet de loi référendaire bientôt devant la représentation nationale. Un vote majoritaire des députés suffira à soumettre le projet à la sanction du peuple. Le projet maintient l'esprit de la limitation des mandats présidentiels. Voyez le reportage de Agima David Thiombiano. La modification constitutionnelle proposée par le gouvernement porte sur le mandat présidentiel. En lieu et place de l'actuelle disposition qui stipule que le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret, il est rééligible une fois. Il est proposé, le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et secret, il est rééligible 2 fois. Ce projet de loi référendaire sera d'abord soumis aux députés pour respecter l'esprit de l'article 161 qui dispose que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président du Faso, aux membres du Parlement à la majorité de chacune des chambres et au peuple lorsqu'une fraction d'au moins 30 000 personnes ayant le droit de vote introduit devant l'Assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée. Mais dans tous les cas, précise l'article 163, le projet de révision est soumis au préalable à l'appréciation du Parlement. Un vote favorable de 64 députés suffit à faire passer le texte à la consultation populaire. L'objectif, c'est donc le référendum qui pourrait intervenir selon des sources dignes de foi à la mi-décembre, à moins qu'un vote de 3/4 des députés ne valide dès l'hémicycle le texte comme loi d'État. Le projet de loi référendaire prend en compte dans une certaine mesure des préoccupations fondamentales auxquelles l'opinion et la classe politique tiennent. La modification proposée maintient en effet la clause limitative des mandats présidentiels et mieux, elle introduit un verrouillage complet en proposant que le mandat présidentiel soit inscrit à l'article 165 au titre des points intouchables, interdit donc désormais à toute modification. Et puis le chef de file de l'opposition est contre le projet de loi qui sera soumis aux députés. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Le compte-rendu est signé Bouma Ernest Nebier. La conférence de presse du chef de file de l'opposition politique ce matin a pour but de montrer son indignation face à l'adoption hier au Conseil extraordinaire des ministres du projet de loi relatif à la convocation du référendum en vue de la modification de l'article 37 de la Constitution. Un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée pour vote. Pour l'opposition, il n'est pas question d'accepter l'adoption d'une telle loi qui permettra à Blaise Compaoré de se représenter à la présidentielle de 2015. Hier, mardi 21 octobre 2014, on peut dire que les masques sont tombés avec la tenue de ce Conseil extraordinaire des ministres qui a adopté le projet de loi que j'ai évoqué plus haut. On les voyait venir et ils sont arrivés. Notre Assemblée nationale sera donc saisie conformément aux dispositions de la Constitution et les honorables députés seront invités à se prononcer oui ou non contre l'organisation du référendum. Prenant donc acte de la décision prise par le Conseil des ministres d'hier, l'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore. Le chef de file de l'opposition invite les députés de l'opposition à mener une résistance contre cette loi à la représentation nationale. L'opposition entend exprimer également son refus à travers une marche-meeting qui aura lieu le 28 octobre prochain. Le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a été reçu ce soir en audience par le Premier ministre Benyo Luc Adolphe Thiaw, le président de la BOAD à sa sortie d'audience au micro de Dramane Guéné. Je vais commencer d'abord sur nos activités. J'ai informé le Premier ministre et que nous avons bouclé notre premier plan stratégique 2009-2013 avec des niveaux d'intervention supérieurs aux objectifs de 35%.
Et sur le plan également de la structure financière de la banque se porte très très bien, avec des résultats en constante évolution. Alors en ce qui concerne la coopération, nous avons rappelé que le niveau de nos engagements au Burkina se chiffre aujourd'hui à 346 milliards de francs CFA et concerne principalement des secteurs prioritaires comme la sécurité alimentaire, les infrastructures routières et surtout l'énergie. Alors pour les années à venir, nous avons un certain nombre de dossiers en portefeuille, notamment toujours sur la sécurité alimentaire et les infrastructures routières. Je vais citer pêle-mêle le lac Bam, Samandeni, et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et je voudrais vous informer également que demain, nous allons procéder au lancement du tronçon sur le corridor Lomé-Ouagadougou. C'est dans le cadre de la coopération que nous avons avec le Burkina Faso. Ce qui est sûr, c'est que nous avons reçu certaines recommandations des autorités, notamment sur le renforcement de la coopération, sur les différents projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, et également une recommandation forte pour que nous apportons davantage notre soutien au secteur privé. Et justement, avant de continuer le journal, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire CU9 Koupéla-Bitou 50C frontière du Togo, placés sous le haut patronat de leur Excellence, Messieurs les Premiers ministres, chefs du gouvernement du Burkina Faso et de la République togolaise, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Saint-Cancé le jeudi 23 octobre 2014 à partir de 8h00. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Et puis le Conseil des ministres s'est réuni ce matin à Koussiam en session ordinaire. Les ministres ont examiné un certain nombre de dossiers, dont un projet de loi sur la commercialisation de l'or et la gestion des déchets radioactifs. Il a également été question d'une stratégie de mise en œuvre de l'assainissement total pilotée par les communautés, présentée par le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Le point de ces dossiers dans ce reportage de Pascal Canet. 4 dossiers majeurs étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres de ce mercredi 22 octobre 2014. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a présenté au Conseil une stratégie nationale de mise en œuvre de l'assainissement total pilotée par les communautés. Une nouvelle approche censée améliorer la disponibilité des infrastructures dans ce secteur jusque-là à la traîne. Car malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, des défis restent à relever dans ce domaine. Nous avons voulu adopter cette nouvelle approche qui a été introduite au Burkina Faso par WaterAid, une ONG, et qui a fait ses preuves dans beaucoup de régions de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une stratégie vraiment innovante qui met le bénéficiaire même au devant de la chose. C'est connu, le Burkina Faso fait partie des pays miniers, mais la commercialisation de son or, surtout celui produit artisanalement, pose un certain nombre de problèmes. Les pays ne bénéficient pas de tous les retombées de l'or. Le ministre des Mines et de l'Énergie a présenté à cet effet un projet de loi portant organisation de la commercialisation de l'or au Conseil pour mieux réguler le secteur. En novembre 2011, nous avions eu à introduire déjà une loi qui avait été adoptée, qui portait donc organisation de la Brigade nationale anti-fraude de l'or. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur. Il y a la BENAF, il y a la JT, il y a la douane, il y a toutes les structures qui sont chargées donc de réprimer la fraude, mais aussi surtout d'organiser la commercialisation. Nous avons voulu fondre tous ces textes-là en proposant donc ce projet de loi qui va être examiné à l'Assemblée nationale et qui va donc concerner les activités industrielles pour ce qui est des grandes mines d'or, la semi-mécanisation, la semi-mécanisée, mais surtout aussi l'or produit de façon artisanale, pour permettre donc que l'État, dans sa puissance, donc, puisse, j'allais dire, contrôler tout ce qui sort de notre pays en termes donc, de commerce de l'or, de tous les métaux, mais surtout aussi de réprimer la fraude. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a quant à lui présenté au Conseil un décret portant modalité de gestion des déchets radioactifs, un décret qui devrait mieux situer les responsabilités dans la gestion de ces déchets, moins connus mais qui posent de graves dommages à l'homme et à son environnement. Tout individu qui introduit un produit ou un déchet radioactif se doit de gérer ce déchet actif. Donc ce décret décrit les conditions dans lesquelles ces déchets sont plus ou moins collectés, stockés et traités.
Et ce décret aussi précise aussi qu'au cas où il y a le promoteur ou l'acteur principal n'est pas là, qu'est-ce qui revient à l'État, le rôle de l'État? Le Conseil des ministres a également examiné des dossiers liés au programme statistique national et un audit de gestion 2013 des directions des affaires administratives et financières ainsi que la direction des marchés publics présentée par les ministres de l'économie et des finances. L'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres vous sera présentée à l'issue de ce journal et je serai en compagnie de Aboubakar Sagnon. Ceci dit, le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle de la campagne agricole tient sa deuxième session de l'année. Une session consacrée à la situation alimentaire de la période 2014 à 2015. Le reportage est de Eleonore Yerbanga. Installée difficilement selon les analyses des missions conjointes de suivi, la campagne agro-pastorale 2014-2015 a été marquée par une irrégularité de la pluviométrie dans l'ensemble du territoire, des poches de sécheresse dans certaines communes, des inondations dans d'autres et une averse de grêle dans certaines régions. Cependant, l'espoir n'est pas complètement perdu. La situation pourrait tout de même favoriser une analyse satisfaisante de la situation alimentaire et nutritionnelle. Nous pensons néanmoins que la situation pourrait ne pas être assez difficile comme on l'aurait craint au début. Et peut-être que ça ne sera pas à la hauteur de nos attentes, mais nous estimons que avec les efforts d'accompagnement du gouvernement, et un certain nombre d'améliorations des rendements pourraient permettre de réduire éventuellement des risques s'il y en a, donc en termes d'approvisionnement, de disponibilité et sur nos productions. La rencontre de 3 jours du comité de prévision de la situation alimentaire va donc élaborer les différents agrégats prévisionnels caractérisant les perspectives alimentaires du pays et analyser la situation alimentaire et nutritionnelle. Cette session est une biennale, se tient 2 fois par an et pour permettre aux structures techniques et membres du dispositif du système d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de rassembler les informations que chacun d'eux produit et pour que, effectivement, mis ensemble, nous puissions établir la situation courante alimentaire et nutritionnelle du pays et également établir les prévisions pour la période de consommation, les 12 mois à venir, donc c'est-à-dire des récoltes actuelles jusqu'aux récoltes à venir. La rencontre sera également mise à profit pour formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue d'une meilleure gestion de la situation alimentaire au Burkina Faso. Une invasion d'oiseaux risque de compromettre les récoltes dans plusieurs localités du Soum. Environ 10 000 hectares sont menacés par ces oiseaux et en déplacement sur le terrain, le ministre en charge de l'agriculture, M. Mahama Zungrana, et son collègue de l'environnement, M. Salifou Ouedraogo, ont donné des instructions pour faire face à ce fléau. Le reportage est signé Moumouni Soubeiga. Entre les oiseaux granivores et les techniciens du département de l'agriculture, la guerre est désormais déclenchée. Suite à l'échec de la lutte mécanique, le traitement chimique est l'option privilégiée pour venir à bout de ces phénomènes qui a suscité la visite des ministres de l'Environnement et de l'Agriculture. Sur le terrain, la traque s'intensifie et en l'espace de 24 heures, les résultats semblent concluants. L'équipe est organisée en différents groupes. Vous avez l'équipe des prospecteurs et il y a l'équipe de traitement. L'idée n'est pas de les exterminer. L'idée, c'est de pouvoir réduire le niveau de la population. À l'heure actuelle, tout ce que le ministère compte comme spécialistes dans la lutte aviaire sont actuellement à Guibo. Et nous avons pu disponibiliser environ 18 véhicules tout-terrain. Plus d'une dizaine sont équipés d'appareils de lutte qui peuvent permettre de projeter le produit à partir d'une distance très longue. À la date du 17 octobre, on estime à 10 000 hectares la superficie dévastée par ces oiseaux. Au nombre des victimes, Gibril Diko, le propriétaire de ce champ entièrement détruit. On veut récolter là, les oiseaux là venaient vider tout. Maintenant, il n'y a rien là-bas dans les champs. Tout le gouvernement nous a aidé avec manger parce qu'il n'y a rien ici. On a des enfants, on a des vieux, et puis les femmes qui n'ont rien travaillé. On a beaucoup d'enfants. En tout cas, il n'y a rien cette année-là.
Nasumbu, Kelbo, Tongomael, Gibo, Pobe Mengao, Baraboulé et Arbinda sont les 7 communes touchées. Et pour vaincre ces oiseaux nuisibles, le ministre Zungrana appelle à la mobilisation et à la prudence. Nous insistons au sein des populations pour que les oiseaux qui sont morts ne puissent pas être consommés. Le produit qui est utilisé à l'heure actuelle, c'est le Fenthion. C'est un produit qui est utilisé pour la circonstance à des doses et concentrations qui restent uniquement nocifs pour les oiseaux. Une cellule de crise a été mise en place au niveau central et local. Et après cette opération de lutte, le gouvernement envisage une évaluation générale avant un appui en vivre aux populations victimes. À Ouagadougou, le parc Bangrouégo est un véritable espace de découverte. En dehors des arbres que tous peuvent voir en longeant le parc, il y a une multitude d'animaux qu'on peut y voir également. Nous vous proposons aujourd'hui de visiter les oiseaux de tout genre qui vivent à Bangrouégo. Le reportage de Salif Belem et de Viviane Kendrebego. Le parc urbain Bangrouégo abrite une grande diversité d'animaux. La direction du parc propose un circuit de découverte pour les plus pressés de ses visiteurs. Il commence par l'enclos des oies. Suivent les grues couronnées. Là, ce sont les grues couronnées. Toutes les heures, elles chantent. La direction du parc le souligne avec fierté. Ces grues se sont reproduites à Bangrouégo et voici le premier de la couvée. Un peu plus loin, les canards couvent tranquillement leurs œufs. La volière du parc abrite une multitude d'oiseaux, pigeons de toutes origines, outardes, aigles, que le directeur du parc connaît du bout des doigts. Et l'autre? Le dernier au fond là-bas, c'est un mâle. Parce qu'à la queue, là, vous voyez, la plume, là, c'est un retour. Voilà. Le parc était une mission. Mais au-delà de la mission, c'est devenu une passion. C'est un site de conservation des espèces fauniques et animales, fauniques et floristiques existantes. Les hérons qui vivent ici en famille émettent de temps à autre un cri. Ceux qui poursuivent la visite peuvent découvrir plus loin les perroquets et les pans. Et puis, un mois après son installation officielle, la nouvelle équipe du Conseil supérieur de la communication, conduite par Mme Nathalie Sommet, est allée rendre visite au président de l'Assemblée nationale. Avec le chef du Parlement, les conseillers ont échangé, entre autres, sur les relations entre les deux institutions, les nouvelles actions de communication mises en œuvre à l'Assemblée nationale. Les propos de la présidente du CSC sont recueillis à sa sortie d'audience par Sougounoma Ibrahim Gigma. Nous sommes venus saluer l'excellence des relations qui existent entre le Conseil supérieur de la communication et la représentation nationale. Nous avons profité de cette visite de courtoisie-là pour féliciter l'immense travail qui se fait ici par les députés sous le leadership de son Excellence M. Sungalo et Apollinaire Ouattara. Et nous avons aussi bénéficié des conseils avisés de son Excellence. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très avisé en matière de communication. Et la preuve pour nous, c'est la création de la radio du Parlement. Et puis, il y a la télévision en chantier. Nous avons profité aussi pour féliciter toutes ces initiatives de communication qu'il prend. Et nous lui avons dit toute notre disponibilité à travailler au renforcement des relations qui existent déjà. Et puis la session inaugurale du Collège des conseillers du CSC, le Conseil supérieur de la communication, a débuté ce matin à Lumbila, c'est dans l'Oubritanga. Cette session de 48 heures sera aussi un moment de formation des conseillers à la législation de la communication. Le reportage porte la griffe de Evelyne Dabiré. Cette session inaugurale du Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC se présente comme un partage d'expérience afin de permettre aux conseillers de se familiariser avec la notion de régulation de communication. Il y a deux temps forts. Un premier temps fort consacré à la formation et le second temps fort sera consacré à l'examen des dossiers. En parlant de l'examen des dossiers, nous avons un dossier qui nous tient particulièrement à cœur. Vous savez que
les émissions d'expression directe, que les gens appellent les émissions interactives, et au niveau des radios, posent énormément de problèmes. Et pas dans le principe même de la gestion de la liberté de la presse, mais dans le principe de la maîtrise de la conduite de ces émissions-là. Et nous sommes interpellés à tout bout de champ parce qu'il y avait des propos qui sont tenus, qui ne sont pas de nature à créer la quiétude pour tout Burkinabé. Et donc ces émissions, on a des propos diffamatoires, on a des propos injurieux, ça déborde un peu. Et nous avons besoin de nous pencher là-dessus pour voir comment est-ce qu'on pourra aider les Burkinabés à mieux s'exprimer dans ces espaces d'expression qui leur sont attribués. Les 22 et 23 octobre, cette nouvelle équipe installée depuis le 12 septembre dernier aura à adopter le règlement intérieur de l'institution et à débattre de thèmes en rapport avec la régulation des médias pour un accompagnement efficace des médias. Et ouverture hier mardi de la 18e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Une session qui va permettre aux parlementaires de s'imprégner des différents projets de textes relatifs au Parlement de l'UEMOA. Le reportage est signé Sylvestre Da. La présente session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain, 18e du genre, qui se tient au lendemain de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA, est une opportunité offerte aux députés de l'Union de s'imprégner du contenu des avant-projets de textes relatifs au Parlement de l'UEMOA. Nous tendons vers l'installation du Parlement. Il fallait que les soutiens en matière de textes soient déjà prêts, ce qu'on a engagé avec la commission de l'UEMOA. Nous avons rédigé ces textes par rapport au fonctionnement, par rapport à l'organisation du Parlement. Mais ces textes doivent être tout au moins vus, bien que ce soit avec la participation de 3 députés du Parlement de l'UEMOA que ces textes ont été rédigés. Il était quand même normal que les parlementaires puissent entrer en connaissance de ces textes avant qu'ils ne soient adoptés par le Conseil des ministres. Les actes portant création du Parlement de l'UEMOA sont en vigueur depuis février 2014. Ce Parlement va compter 40 députés, dont 5 issus de chaque pays membre. Et les parlementaires de l'Union n'attendent plus que l'expression de la volonté politique du président de la conférence des chefs d'État pour l'installation des membres. Ces travaux consacrent l'amorce d'un tournant décisif dans l'évolution institutionnelle de notre comité vers sa transformation en un véritable Parlement. Cette évolution est plus que nécessaire. Elle est indispensable dans le renforcement de la gouvernance politique, monétaire, économique et sociale au sein de notre espace. Cette conviction a toujours été celle du Burkina Faso. Avant cette session extraordinaire, le président du comité interparlementaire a effectué une tournée dans les pays membres où il a présenté les projets de textes sur l'organisation, la composition et le fonctionnement du Parlement de l'UEMOA aux chefs d'État et aux présidents des parlements nationaux. Faire des infrastructures marchandes des pôles économiques sécurisés à tout point de vue, c'est un vœu cher à la commune de Ouagadougou. Un exercice de simulation de secours au marché Rodouoko a eu lieu pour tester le dispositif. Voyez le reportage signé Aruna Mare Ini Janine Kambire. 27 mai 2003, les flammes ravagent le marché central de Ouagadougou. Que de vies brisées, des espoirs réduits en cendres en quelques minutes. 11 ans se sont écoulés et pour prévenir un éventuel drame, l'opération appelée exercice de simulation de feu de marché et de secours de victimes est initiée. Vous avez vu que les voies Jean-Jean ont été encombrées par des anarchistes, par des installations anarchiques. Et ces voies Jean-Jean sont quasiment encombrées, empêchant les véhicules d'incendie de pouvoir accéder à un sinistre, si toutefois il y avait sinistre. Et vous avez vu que l'engin d'incendie a été bloqué plus de 10 minutes parce que les anarchistes ont encombré son passage. Imaginez, un feu en 10 minutes va dévorer combien de volumes de marchandises. À l'issue de cette opération, les premières autorités de la mairie donnent leur appréciation. Les sapeurs-pompiers ont eu des difficultés énormes pour accéder aux voies d'accès. Alors, ce qui signifie que si un malheur s'était déclenché aujourd'hui, il serait dans des difficultés matérielles de pouvoir sauver
les grands marchés. Et cet exercice a pour but de faire comprendre aux commerçants que c'est leur outil de travail et doivent nous aider à les aider à préserver leur outil de travail. Les commerçants ont-ils tiré leçon de l'incendie du 27 mai? Rien n'est moins sûr. Mais en attendant, rendez-vous est pris en décembre prochain pour un autre exercice, a confié l'adjudant-chef Roger Ouedraogo. Religion à présent, les pèlerins burkinabés à la Mecque commencent à revenir au pays. Hier dans la soirée, un premier contingent est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou. Environ 375 pèlerins composaient ce vol qui a regagné le Bercail. Ils ont passé plus d'un mois en terre sainte de l'islam où ils ont accompli les rites du 5e pilier de la religion. Au nom du gouvernement, c'est le ministre des Infrastructures et du Transport qui leur a souhaité la bienvenue au Faso. Compte rendu signé Foussenido et Léonard Yarbanga. Il était 22h30 lorsque l'avion malaisien de Flanain s'immobilisait sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. À son bord, 375 pèlerins burkinabés de retour de l'Arabie Saoudite. Ils y ont passé environ un mois pour l'accomplissement des rites du 5e pilier de l'islam. À leur accueil, le ministre en charge des infrastructures et du transport et les responsables des agences organisatrices du Hajj 2014. Nous félicitons le comité national du Hajj qui a véritablement mis en place des mécanismes de stratégie depuis l'an passé qui facilitent la préparation et le voyage des pèlerins vers la Mecque. Et nous sommes très satisfaits également de la discipline que les pèlerins ont absorbée parce que quelque part l'organisation peut être parfaite, mais si les bénéficiaires n'acceptent pas de suivre la discipline édictée, ça peut toujours poser des problèmes. Pour ces pèlerins qui reviennent de la Mecque, les conditions d'organisation du voyage sont satisfaisantes et ils louent les facilités à eux permises pour accomplir les rites du 5e pilier de l'islam. Oui, ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé avec les agences et leurs encadreurs. Sont toujours là pour nous et vraiment on se soutient, on s'est soutenu et voilà. Nous sommes très satisfaits des conditions du voyage. Nous avons pu accomplir les rites comme il se doit et nous remercions tous ceux qui ont œuvré à cela. Le pèlerinage achevé, les pèlerins de retour emportent avec eux une multitude de souvenirs inestimables de leur voyage, des enseignements qu'ils espèrent être capables d'appliquer pour le restant de leur vie et un sens élevé de la spiritualité. Du sport à présent, début hier de la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 3 de basketball. Les 3 représentants burkinabés n'ont pas fait le poids face aux représentants nigérians. 3 sorties, autant de défaites, constat de Lassina Sawadogo. Les clubs nigériens ont fait la loi pour cette première journée de la compétition. Face à l'AS Sonabi, champion du Burkina, Canon Pilas n'a pas eu à forcer son talent pour prendre la mesure des pétroliers. Très vite, grâce à un jeu extérieur, les Verts ont réglé le match. 26-15 au premier quart-temps. L'AS Sonabi va pêcher par maladresse devant un mur nigérien compact. Score final 85-53. Déjà entre les deux équipes, il y a un monde qui les sépare. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sont les champions du Nigeria, sont des professionnels. C'est leur métier. Et nous ne sommes même pas amateurs. Nous faisons du sport et loisirs. Une confession qui est aussi valable pour le Rail Club du Kadiogo en blanc face à la seconde équipe nigériane, Marc Mentos, de notre compatriote Mahamadou Sawadogo Mike. Le premier quart-temps avait d'ailleurs donné le ton, 26-4, et au finish, les poulains de Auguste Wibga s'inclinent, 61-91. L'autre pays qui a réussi son entrée est la Côte d'Ivoire. Abidjan Basketball Club bat une bien faible équipe du Bénin, 59-29. La société Omnisport de l'armée de Côte d'Ivoire disposait de Renaissance, notre formation béninoise, 54-44. À noter aussi la rentrée ratée des filles de BAC Vision Future championne du Burkina face à First Bank du Nigeria, battue 60-41. Les compétitions se poursuivent tous les jours au Palais des Sports de Ouagadougou 2000 jusqu'au 26 prochain.